Bonjour, notre fiscalité automobile est-elle en sur-régime, est-elle en surchauffe? On va se poser ce soir la question puisque, évidemment, il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites ces dernières semaines. On s'y perd un peu, on ne sait pas trop où tout cela va mener. Il y a différentes interrogations. Comment ça se passe concrètement, ces applications sur le terrain? On va voir ça avec nos invités, avec Cécile Bosquet. Bonjour Cécile. Bonjour Christophe. Vous êtes directrice de la flotte auto et mobilité alternative chez SPI Batignolles. Donc vous nous expliquerez concrètement sur le terrain comment ça se passe, cette nouvelle fiscalité, comment c'est accepté par les salariés, vous allez tout nous expliquer. Et puis Mathieu Charpentier. Mathieu, bonsoir. Bonsoir Christophe. Vous êtes expert en mobilité, fiscalité automobile, donc on a besoin de votre éclairage parce que c'est vrai que c'est très compliqué, y compris pour les professionnels, on s'y perd un peu. J'ai envie de commencer sur l'état des lieux, c'est-à-dire aujourd'hui, où en est-on sur cette fiscalité qui est très complexe et d'où on part? Alors, on va essayer de faire court, je sais que ça va être compliqué, mais on va essayer de résumer, on va dire les grands points. Qu'est-ce que vous avez envie de dire d'abord pour commencer? Est-ce que j'ai exagéré? On est vraiment dans une fiscalité aujourd'hui qui est très complexe. Alors, non, vous n'exagérez pas. Et pour ça, on va rythmer un peu les propos et on va surtout donner quelques visuels pour expliquer un peu tout ça. Donc la fiscalité 2025, il faut d'abord recadrer un peu d'où ça vient. Donc on va parler d'abord du contexte, ensuite on va regarder un peu les évolutions fiscales, en particulier pour cette année, d'où on vient, et puis sur les années qui viennent, parce qu'il y a une continuité évidemment à tout ça. Si ça ne change pas d'ici là, parce que... Évidemment, voilà, évidemment. Mais on a déjà quelques bribes, et c'est ces bribes-là qu'on va aborder. Les aides et les incitations, évidemment, parce qu'indépendamment des taxes, il y a quand même des incitations, il faut en parler. Et puis évidemment, malgré tout ça, il faut quand même se transposer et puis parler des perspectives et des recommandations qu'on peut donner dans tout cet univers. Alors, on commence par le contexte. Évidemment. Alors, le cadre, c'est quand même très clair. Il y a un cadre de mobilité durable qui existe depuis un certain temps, parce que pour ceux qui opèrent la transition énergétique et puis pour ceux qui sont dans le métier depuis un certain temps, c'est pas d'aujourd'hui qu'on verdit nos parcs. Donc tout ça, ça s'inscrit dans un cadre. D'abord, les objectifs environnementaux qui peuvent exister dans l'ensemble des nations, évidemment, avec un engagement pour la France en particulier, à atteindre une neutralité carbone, évidemment, et puis à réduire la pollution de l'air. Ça, c'est la santé publique. Je pense qu'on n'a plus besoin de débattre de ces sujets-là. C'est inscrit, il faut le faire. Le cadre réglementaire, évidemment, qui existe avec les normes et puis les interdictions que peut émettre l'Union européenne, et cela en faveur de la promotion, évidemment, des véhicules électriques, des véhicules les moins polluants, des véhicules les plus propres. Il y a un contexte budgétaire, évidemment, aussi, qui est important, avec des incitations fiscales, évidemment, et puis des pénalités. Tout cela pour encourager les pratiques écologiques. C'est un peu corollaire du cadre réglementaire, mais ça se définit de manière très concrète dans les budgets. Et c'est pour ça un peu qu'on en parle ce soir. Les pressions économiques, évidemment, qui découlent de tout ça, avec des défis financiers, des incitations pour aider les entreprises à adopter des solutions durables. Alors là, on parle de pratiques écologiques, de solutions durables. C'est un peu la même chose, mais pas tout à fait, parce qu'on parle de mobilité, évidemment. Et là, on parle plus précisément sur les aspects budgétaires du véhicule et des taxes. Et puis les stratégies RSE des différentes entreprises pour les rendre meilleures, évidemment. Et puis, pour l'image de marque de l'entreprise, tout ça, ça compte, évidemment. Tout ça, c'est ce qui définit le cadre de ce qui, aujourd'hui, est un résultat qui nous permettra d'atteindre les objectifs précédents. Et donc les principales étapes, aujourd'hui, on va se projeter un peu plus que par le passé. Donc le passé, on ne va pas en parler. Au 1er mars 2024, il y a déjà eu des évolutions. Et puis au 1er janvier, boum, là, on avait des idées, mais le coup près n'est pas encore tout à fait tombé. C'est à partir de février, à partir de la publication au journal officiel. C'est ça, la loi de finances a énormément tardé. Et c'est là où, pour nous, entreprises, ça a été extrêmement compliqué à gérer, en effet. Tout à fait. Oui, ça, c'est le calendrier du gouvernement, Exactement. avec la dissolution. Donc ça a retardé, ça arrivait en plein mois de mars. Catastrophe. Oui, tout à fait. Y compris pour les particuliers, avec le malus. Exactement. Au-delà du fond, c'est vraiment le fait d'avoir... Le calendrier est vraiment important, c'est vraiment le fait d'avoir l'information, alors que l'année avait déjà démarré, que d'habitude on met déjà à jour nos car policy et tout est déjà lancé. Les commandes de l'année, finalement, sont déjà lancées et on n'avait toujours pas le cadre... Oui, l'attentisme qu'on ressent chez les constructeurs, les baisses de volume, etc. Ça, c'est vraiment lié à ce calendrier qui a décalé toutes les décisions dans les entreprises. Et d'ailleurs, c'est encore décalé parce qu'en réalité, tout n'est pas absolument figé. Alors,
ce tableau, il est très complet, on le détaillera peut-être un peu plus tard, ou vous prendrez le temps, ceux qui assistent à cette vidéo, de le regarder dans le détail, mais la TUV a changé, c'est la taxe sur l'ancienne TVS, hein, sur l'utilisation des véhicules. L'amortissement non déductible, c'est un petit thème aussi qu'on peut en parler, c'est comptable plus que fiscal, mais aussi cet élément a changé. Les avantages en nature, on fait un focus spécifique quelques slides après, parce que c'est vraiment le cœur du sujet. Oui, le cœur du sujet qui a fait beaucoup polémique. Un des cœurs en tout cas. On va avoir évidemment les seuils de malus qui ont changé, la TME même. Alors c'est un peu moins présent dans les parcs auto, c'est la taxe sur la masse en ordre de marche, c'est comme ça qu'elle s'appelle. En réalité maintenant on l'appelle tous le malus au poids, évidemment. Elle évolue cette année, elle va aussi évoluer l'année prochaine avec des abattements pour les véhicules électriques qui sont certes plus lourds mais qui sont quand même aidés au niveau du poids. Et puis il y a eu des volte-face aussi quand même, parce que ça n'a pas été tout de suite très clair, on va dire. Hein. Alors ça ne l'est toujours pas, hein. Ça ne l'est toujours pas parce qu'il y a une note de transcription qui va être émise par le gouvernement pour les entreprises pour bien appréhender et bien comprendre et mettre en œuvre tout ça. Ça, vous l'avez déjà... Non, ça va arriver à l'automne. Ça va arriver à l'automne. Donc c'est-à-dire que vous devez acheter des véhicules, etc., pour l'instant, sans avoir, on va dire, une grande visibilité. Et c'est dans ces moments-là où on se rend compte que vraiment l'Agora est important, puisque du coup, c'est dans ces moments-là où tout de suite, en fait, on a interagi avec Mathieu en tant qu'expert et avec les membres du COPIL de l'Agora pour du coup essayer de comprendre et de décortiquer au fur et à mesure des étapes. Parce que seul, c'est vraiment difficile. Alors nous, on arrive là vers une fin d'année sur cet événement et c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de webinaires, d'explications par les différents acteurs, les loueurs, un peu tout l'écosystème on a beaucoup assisté à beaucoup des webinaires qui vont expliquer et réexpliquer ce qu'on va présenter ce soir. Donc on ne va pas perdre trop de temps là-dessus. Mais voilà, les AEN et puis je pense le calcul sur la loi d'orientation des mobilités de la nouvelle taxe qui est la taxe incitative, celle-ci, je pense qu'il faut passer un tout petit peu de temps. On ne va pas focuser là comme on va le faire tout à l'heure. Mais alors oui, si on devait résumer, alors si on arrive à résumer... En fait, auparavant, c'était finalement un contrat de confiance qui était établi entre le gouvernement et les entreprises. On devait renouveler proportionnellement 10, 15, 20% notre parc avec des nouvelles énergies moins polluantes, avec un seuil en dessous de 50%. Désormais, le calcul a tout à fait changé. Il est constitué de plusieurs facteurs qui vont finalement être cette taxe incitative. Le facteur tarif, il est progressif chaque année. Il est de 2 000 € cette année et il va progresser pour atteindre 5 000 € en 2007. Donc 2007, ça va très très vite hein, sur les cycles de vie et de renouvellement des véhicules. Il y a un facteur écart qui est constitué... Attendez, je vous arrête parce que là, vous dites que ça va vite, 2025-2027. Cécile, une voiture, on la garde combien de temps dans un parc? Vous, dans votre parc, par exemple, à Espy-Batignolles, une durée de vie, c'est de combien? La moyenne globale, en fait, c'est un couple basé sur 36 mois, 90 000 km. Donc, donc là, ça va très vite. Et ça, c'est la moyenne. Donc ça veut dire qu'il y en a certains qui sont des plus petits rouleurs, qui vont le conserver plus longtemps. Donc ça va avoir des incidences. Et puis malgré tout, il faut continuer à renouveler notre parc alors qu'on est dans cette incertitude. Même si, comme le dit Mathieu, on connaît la trajectoire globale, mais pour arbitrer, c'est... Ah oui, sur un parc de 4 000 véhicules comme chez SPI, justement, ça fait 30% du parc. C'est beaucoup de renouvellement chaque année. Hein. Oui, c'est significatif. Hein. Donc c'est pas une petite mesure. On est non, parce que c'est tout de suite fois un nombre de véhicules, puisque c'est les entreprises concernées sont celles qui ont plus de 100 véhicules en parc. C'est quelque chose aussi qui va évoluer dans les années qui viennent en baissant ce seuil. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut porter une attention importante. Les différents facteurs, on va les passer hein, parce que évidemment, donc on refera et puis on se tient évidemment à disposition pour reparler de ce sujet. Le deuxième point, c'est l'évolution des AEN. Alors, celui-ci, il est un peu plus important parce que autant on considérait que c'était que les entreprises de plus de 100 qui étaient impactées par la taxe incitative, autant là, c'est tout le monde, finalement, puisque même les entreprises qui ont 20 véhicules peuvent mettre à disposition des véhicules de fonction. Et finalement, celles-ci aussi sont concernées par cette évolution fiscale, et de manière très importante d'ailleurs, parce que pour des petites entreprises, d'ailleurs, qui ont moins de 100 véhicules, finalement, le coût, le post-véhicule, c'est quelque chose de plus important finalement. Proportionnellement. Exactement. Ouais. Et du coup, ces mesures-là, elles vont faire très très mal et la majorité
des clients aujourd'hui qu'on conseille sont dans ce cas d'avoir moins de 100 véhicules. Qu'est-ce qui vous pose sur cette question par rapport à ça, par exemple? C'est quoi la question qui la question qui nous est posée, c'est quel est l'impact de cette nouvelle fiscalité sur nos coûts globaux? Alors, vous l'avez déjà calculé? C'est ça. À la fois pour le salarié, quelles sont les conséquences? Donc, il faut vraiment communiquer auprès du salarié. Et à la fois pour l'entreprise. Alors justement, on va un peu, on fait juste une petite parenthèse parce que c'est intéressant. Est-ce que ça, pour l'instant, vous l'avez expliqué justement aux salariés ou comme c'est pas très clair encore ou très bien défini, comment ça se passe? Parce qu'il faut faire une explication de texte aussi derrière. Complètement. Alors du coup, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que déjà, il faut embarquer tout de suite notre COMEX. Donc il faut vulgariser l'information auprès du COMEX. Donc exactement comme l'a fait Mathieu, du coup, on a mis en place au sein de SPI Batignolles un slide synthétique, enfin le plus synthétique possible dans ce contexte compliqué, pour déjà embarquer le COMEX et qu'ils comprennent. Ceux qui font les slides, bravo, parce que franchement, il faut résumer la situation compliquée. C'est gentil. Tout en une slide. Donc en tout cas, on n'allait que sur les grandes lignes. Donc effectivement, la loi LOM, c'est connu de tous. Juste un rappel de où est-ce qu'on en est. Nous, au sein de SPI Batignolles, heureusement, on était déjà très avancés, on était au-delà, on était déjà à 25%, là où la réglementation est à 20%. La taxe verdissement, comme l'expliquait Mathieu, finalement, c'est une nouvelle taxe qui pénalise ceux qui n'auraient pas joué le jeu de la loi LOM, qui pour le coup n'avait pas de conséquences financières jusqu'à présent. D'accord. Donc pour le coup, SPI Batignolles, comme on était en avance, on est assez serein avec cette nouvelle taxe verdissement, ce qui du coup peut être hyper rassurant aussi pour les autres sociétés. Exactement. Qui du coup avaient déjà mis en place toute une stratégie de verdissement. C'est plus pour les petites entreprises, si je comprends bien, qui n'étaient pas forcément... C'est celles qui n'ont pas commencé. Qui n'ont pas commencé. Ouais. Exactement. Là, effectivement, si une société n'a pas démarré, compte tenu, comme l'expliquait Mathieu, de 2 000 € cette année, et ce sera plus drastique les années prochaines, par véhicule manquant, là, j'ose pas imaginer, effectivement, selon la taille de la flotte, les conséquences financières. On reviendra sur le calcul, la méthode de calcul, parce qu'il y a un facteur qui amoindrit quand même un peu la pénalité. Donc malgré tout, cette taxe incitative, elle est progressive aussi. Elle ne va pas plomber absolument. Alors, pardonnez-moi cette question, mais je me la pose quand même sur le verdissement. Là, dans les nouvelles obligations, on est sur du 100% électrique, on peut être sur du plug-in hybride. Quel est aujourd'hui, qu'est-ce que vous demande le gouvernement par rapport à ça? C'est quoi là? Je vois le petit sourire. Il y a eu un changement. Aujourd'hui, ne sont considérés véhicules propres que les véhicules 100% électriques. Donc même les hybrides rechargeables sont aujourd'hui... Ne seront plus comptabilisés dans des véhicules... Ne seront plus Ne seront plus parce que, en fait, dans la méthode de calcul, il faut prendre, lorsqu'on n'a pas réussi les taux, il faut prendre l'intégration des véhicules propres sur les 3 dernières années. Et donc, les véhicules hybrides rechargeables étant considérés, les véhicules émettant moins de 50 grammes de CO2 étant considérés comme des véhicules propres, il faudra encore les comptabiliser à N-3, -2, -1 et N. Voilà. Bon courage pour les calculs. Ah oui, non, c'est une usine à gaz, le choc de la simplification. Voilà, c'est exactement ça. Donc, alors, prochain slide. Alors oui. Oui, du coup, effectivement, donc on a continué, donc on a recommuniqué sur les taxes malus, et comme on disait, le gros focus, c'est vraiment l'AEN. Donc là, pour le coup, on a embarqué donc, les équipes RH pour du coup élaborer ensemble un courrier de communication auprès des collaborateurs concernés, puisque sont concernés, en fait, tous ceux qui ont eu un nouveau véhicule depuis le 1er février, ainsi que ceux qui l'ont eu par transfert. Donc même si le véhicule n'est pas neuf, mais que pour eux c'est nouveau d'avoir un véhicule de fonction, ils sont également concernés par l'impact négatif de cette AEN. Donc je ne vous dis pas, nous en interne, pour repositionner des anciens véhicules, déjà que les gens n'aimaient pas ça, ben là c'est terrible. J'imagine. En tout cas, du coup, donc, on accompagne donc, avec les RH, très important. Et puis également, pour le coup, nous, on est en partenariat avec GAC, l'outil, le logiciel de flotte auto, qui heureusement en fait ont mis en place les systèmes, leur système à jour pour qu'on puisse du coup sortir des états d'AEN les plus justes. Bon, il a fallu en amont aussi vraiment s'approprier l'outil et tous ces changements, puisque du coup il faut également intégrer cette notion de véhicule éco-scoré ou non. Ça aussi, c'est une nouveauté. Alors, éco-scoré, c'est-à-dire? Donc, ça concerne que les véhicules 100% électriques. Mathieu, tu me dis, hein, si oui. Qui sont éco-scorés. Et donc, c'est l'ADEME qui est en charge de publier la liste des véhicules suivant des notations. Il faut qu'ils aient plus de 60 points. C'est le lieu de production,
c'est les composants, les batteries, etc. Donc, si on a un véhicule électrique qui vient de Chine, ils ne sont pas éco-scorés. Tout ce qui est hors UE est très défavorablement noté et donc n'atteint pas le minima requis pour être un véhicule éco-scoré. D'accord. Et même si on avait acheté dans une entreprise un véhicule chinois, par exemple, on est pénalisé d'une certaine façon. Oui, la réponse est oui. Oui, la réponse est oui aujourd'hui. Absolument. Donc là, chez SPI, on est sur la méthode de calcul en acquisition. Exactement. Avec des taux. Alors, il y a plusieurs méthodes. Je reviens sur la slide précédente qui est... pourquoi il y a autant de lignes? Parce qu'il y a plusieurs manières de détenir un véhicule. Soit on l'achète, soit on le loue. Et finalement, l'avantage en nature est calculé sur la base soit des prix d'acquisition, avec des pourcentages qui sont très différents, qui évoluent de 9 à 15, suivant qu'on donne le carburant ou pas, qui, sur la location, passe de 30 à 50, ou de 40 à 67% si le carburant est fourni par l'entreprise pour tous les déplacements. Donc ces effets-là sont très, très importants. Ils ont, comme Cécile l'a rappelé, un impact sur la feuille de paye du collaborateur, puisqu'il va à la fois plus être chargé, donc moins percevoir, et comme il va passer un seuil en termes de montant perçu, exactement, il peut passer sur une tranche marginale et aussi augmenter sa rémunération. Et il y a eu des retours négatifs, parce que j'imagine que quand on annonce ça, c'est... Alors l'avantage, en fait, c'est que en tant qu'entreprise, c'est pas nous qui avons décidé cela. Oui, c'est le gouvernement. Pour le coup, là, on a été extrêmement transparent. Au moment où le collaborateur choisit son véhicule, on a mis à jour notre communication pour bien expliquer, en mettant attention, le gouvernement, et on a bien expliqué la règle. Et en plus, l'avantage dans l'outil, c'est qu'au moment où le collaborateur choisit son véhicule, l'AEN, le montant de l'AEN est déjà visible. Donc le collaborateur peut aussi choisir son véhicule en fonction. Et nous, ce qu'on a fait, puisque pour le coup, on a eu beaucoup d'alertes, certains qui disaient je suis déjà très serré financièrement, ça va avoir des conséquences. Ce qu'on a fait, c'est que du coup, on a ouvert également au catalogue inférieur ceux qui du coup préféraient avoir un véhicule plus petit pour avoir un AEN réduit. Ah, c'est intéressant. Vous n'avez pas obligé à passer sur de l'électrique? En tout cas, nous, on est resté sur, comme les pourcentages de verdissement sont finalement assez satisfaisants, on est resté sur la base du volontariat. OK. Et par contre, oui, on a une car policy Comex 100% électrique, et sur les, électrique ou hybride, mais en tout cas 100% loi l'homme. Et sur les catégories inférieures, on est à presque 80% en moyenne. Qu'est-ce que vous appelez les catégories inférieures? C'est-à-dire qu'on est sur des citadines pour les directeurs, pour l'ensemble de notre catalogue véhicules de fonction. D'accord. C'est ça, pour l'ensemble des collaborateurs. Donc là, déjà qu'on a réussi ça, à l'expliquer et le comprendre... Le mettre en œuvre, c'est très compliqué. Et encore, nous, on est dans l'écosystème, on comprend, voilà, avec plusieurs visios, etc., en se penchant dessus. Mais un collaborateur qui subit ça, c'est très compliqué. Et les entreprises, d'ailleurs, ne sont pas prêtes. Les dirigeants des entreprises, c'est eux, par eux, que l'éducation doit passer. Et la très bonne démarche, c'est effectivement de présenter en CODIR dans tous ces univers-là, ces changements-là. Voilà. Et du coup, ce qu'on a mis en place également en interne, c'est une communication. En fait, on utilise des cafés visio. Donc, en fait, c'est un Teams accessible à l'ensemble des collaborateurs. Café, j'ai eu très peur. Je pensais à la norme. Je me dis, ça y est, oui, encore la norme café. Non, on n'est pas des constructeurs. Non. On n'est pas les constructeurs. Et du coup, effectivement, pour aussi embarquer l'ensemble des collaborateurs pour qu'ils eux-mêmes puissent comprendre, mieux finalement accepter et puis tirer les meilleurs bénéfices. Et puis également pouvoir poser toutes leurs questions. Ça marche bien, ça fonctionne bien. Et du coup, on a eu un très bon taux de participation et la communication était satisfaite parce qu'en fait, les gens sont restés tout du long de ce webinaire. Et en plus, on posait beaucoup de questions. Enfin, on sent que les gens en avaient besoin. Et donc, ça sert. Et puis, comme on l'a mis également à disposition via Engage, pour que les gens puissent continuer. Donc ça, c'est une bonne idée à mettre en place. Vous conseillez? Oui, honnêtement. Pour ceux qui vous regardent, c'est un... Honnêtement, ça... Enfin, vraiment, on a eu tellement de questions, les gens avaient vraiment besoin. C'est une vraie révolution, finalement, dans les flottes, et le véhicule étant un outil indispensable. Et tout le monde, aujourd'hui, je ne crois pas que peu de gens, en tout cas, tous ceux qui bénéficient d'un véhicule de fonction vont être intéressés du sujet. Et donc, il faut communiquer. Et puis, du coup, c'était l'occasion aussi de remettre en avant en fait, tout ce qui est fait autour du véhicule électrique, puisque donc, nous, c'est sur la base du volontariat. Donc, pour vraiment les inciter, pour qu'ils comprennent que les autonomies sont plus importantes, que les modes de recharge ont été anticipés. Donc, aussi pour les inciter.
Et puis également, en fait, comme je fais aussi partie d'un comité qu'on a mis en place en interne qui s'appelle Accélère pour inciter aux mobilités alternatives, et du coup, c'était l'occasion aussi de rebondir en leur expliquant qu'ils peuvent prendre un crédit mobilité plutôt qu'un véhicule de fonction, enfin les ouvrir en fait sur d'autres perspectives. Exactement. Zéro carbone. Alors, voilà. Une image assez simple et qui résume un peu tout ce qu'on s'est dit. La carotte et le bâton. Avec évidemment l'ensemble des taxes qui vont sanctionner la transition énergétique, et puis quand même quelques bribes de carottes, parce que malgré tout, l'avantage en nature, on en a parlé, il est majoritairement défavorable si on ne respecte pas la transition énergétique, mais par contre, si on la respecte et qu'on passe sur un véhicule électrique, elle est pour le coup très favorable. Et il y a encore une niche un peu fiscale là-dessus, puisque sur le véhicule électrique, le carburant, par exemple, peut être intégré et il est, entre guillemets, offert, quoi. Parce que les abattements de 70% sur les véhicules électriques plus le plafond fait qu'aujourd'hui, l'avantage en nature calculé est systématiquement, on va dire, 30, 40, 50% meilleur que son équivalent thermique. Donc il est très, très favorable. In fine, c'est pas si mauvais si on respecte tout. Voilà. Exactement. Ce qui est votre cas, visiblement. Complètement. Bon. Voilà. Et puis les CEE... Tirer des bonnes nouvelles, quand même. Alors, il y en a malgré tout, et puis j'ai voulu finir un peu sur ce slide-là. Je pense que Cécile, si tu le regardes, on peut un peu partager. On va conclure avec le sourire, alors. Oui, parce qu'il y a des éléments positifs, évidemment. On sort d'une période de crise, il ne faut pas oublier ça, avec des vraies difficultés qu'on a aussi vécues d'approvisionner les véhicules, avec des délais rallongés. Et ça, c'était particulièrement pénalisant pour l'entreprise, et ça a été coûteux aussi, pour le coup. Donc ça, on ne l'a pas mesuré, mais en réalité, c'est très compliqué. Et donc aujourd'hui, on est quand même revenu sur des trends de mise à disposition qui sont beaucoup plus acceptables, et en particulier sur les véhicules électriques, avec une offre sur ces mêmes véhicules électriques qui a été très élargie. Aujourd'hui, on n'est pas, il y a 2 ans, il y a 3 ans, on a quand même un catalogue à la fois sur le VP, en particulier sur le VP, il n'y a plus de questions, mais aussi sur le VU qui est devenu quand même tout à fait sérieux et répond de plus en plus à nos besoins. Il y a un soutien aux entreprises quand même qui existe par l'ensemble de l'écosystème. Les loueurs sont présents, les acteurs, les constructeurs aujourd'hui reviennent à des niveaux qui permettent aux entreprises d'acquérir des véhicules à des meilleures conditions qu'on a connues quand même en sortir des crises. Moi, je trouve que le concept de cette complexité, elle apporte à nos métiers, enfin je dis nos métiers, j'étais juste avant d'être conseil évidemment aussi un confrère de Cécile, et donc ça valorise quand même les métiers de gestionnaire. Tu sais me parler, Mathieu. Et ça c'est quand même très important. Il va terminer politique, je pense. Puis le dernier point, c'est quand même que ça permet une relation plus forte, je trouve aussi, avec l'ensemble de l'écosystème, en particulier avec les partenaires avec qui on était parfois avec des relations un peu compliquées, par exemple les loueurs, etc. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un accompagnement et une volonté de se rapprocher, de s'aider mutuellement, parce que finalement, on est dans le même écosystème, on a les mêmes problématiques, et ce qu'on avait, ils l'ont aussi. Donc aujourd'hui, tout ça va dans le bon sens, je trouve quand même. Vous êtes d'accord, Cécile, pour conclure ? Complètement. Puis, en tout cas, merci Mathieu, parce que le slide synthétique, nous l'avons construit ensemble, et avec c'est vrai plaisir, que merci c'est normal. pour le soutien. Et je pense qu'en fait, toutes les flottes ont aussi besoin d'avoir du soutien d'experts, d'avoir du soutien de confrères, d'homologues. Et je pense que dans ce contexte, vraiment, l'Agora a vraiment tout son sens. Donc on peut vous poser aussi des questions, parce que si on est... ou vous demandez comment vous avez fait concrètement, parce que là, vous l'avez évoqué, mais si on veut aller plus... votre histoire de café, par exemple, qui peut être intéressant à mettre en place. Des solutions concrètes pour aider aussi dans les entreprises. Peut-être aussi des entreprises qui ont moins l'habitude et qui ont peut-être beaucoup plus de difficultés. L'Agora est fait pour ça, pour échanger et parler. Merci à tous les deux. Mais merci. En 20 minutes, vous avez été parfait, parce que pour résumer la situation, franchement, c'est pas évident. Et c'est pas terminé. En tout cas, merci beaucoup, merci de nous avoir suivis, et merci à nos 2 invités. Merci. Que vous pouvez joindre, évidemment, pour toutes les choses un peu compliquées. Ils vous répondront. Moi, non, mais eux, oui. Merci et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.